Bonjour, je suis Henry Keane. Voici News Pulse sur UATV. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, dans cet épisode, les instructeurs de l'armée ukrainienne ont été choqués par la façon dont l'armée américaine abat les Shahed. 8 missiles patriotes sont utilisés pour abattre un seul drone Shahed. Chantage maintenant, reconnaissance plus tard. Orbán se prépare à un affrontement avec l'UE et cela arrivera sûrement après les élections hongroises, tandis que l'Ukraine obtient de toute façon son prêt de 90 milliards d'euros. Vladimir Poutine a disparu depuis le 9 mai jusqu'à maintenant. Le dictateur russe s'est complètement éclipsé et a disparu des radars. Quelle pourrait en être la raison? Découvrez-le dans notre reportage pour vous. Au cours de l'année écoulée, l'Ukraine a mené au moins 365 attaques confirmées de drones de frappe à moyenne portée, jusqu'à 250 km de profondeur. L'objectif principal est la destruction systémique des systèmes de défense aérienne russes, ouvrant la voie à de futures frappes en profondeur à l'arrière. Les drones FP2 et Rubaka sont les appareils les plus fréquemment déployés, avec une récente et forte augmentation de l'utilisation des drones FP2. L'implication de différentes unités au sein des forces de défense a permis de multiplier l'intensité de ces opérations. Le résultat, les forces russes sont contraintes de surexploiter leur défense aérienne, laissant ainsi leur arrière vulnérable et perdant la capacité de concentrer leurs forces en toute sécurité. La zone située entre 50 et 250 km est devenue une zone à haut risque pour tout type d'infrastructure militaire ou logistique russe. Et la meilleure preuve en est que la nuit dernière, les aciéries d'Alchevsk, qui ne fonctionnent plus, désormais. L'usine approvisionnait autrefois l'industrie de défense russe. Les images capturent le bourdonnement distinct d'un moteur de drone. Et puis, à un moment donné, il commence soudainement à piquer juste avant de frapper la cible. La caméra enregistre l'explosion et une colonne de feu qui s'élève. Après cela, l'infrastructure de l'usine et 2 ateliers de production ont été gravement endommagés à la suite d'une frappe. Les instructeurs ukrainiens envoyés au Moyen-Orient ont été choqués par la manière dont l'armée américaine abat les drones Shahed. Le Times cite un haut responsable de l'armée de l'air ukrainienne, totalement choqué d'apprendre que des États du Golfe tirent jusqu'à 8 missiles intercepteurs patriotes, chacun valant plus de 3 millions de dollars, sur une seule cible, un drone Shahed. Et les États-Unis, leurs alliés, ajoutent à l'absurdité de la situation en utilisant également ces systèmes coûteux pour abattre des drones Shahed. Alors que les données des missions des équipages ukrainiens de Patriot ont été partagées avec tous les alliés qui utilisent également ce système, les États-Unis et ses alliés dans le Golfe ne semblent tout simplement pas avoir accordé suffisamment d'attention aux calculs complexes réalisés par l'Ukraine en situation de combat réel pour améliorer les taux d'interception et faire en sorte que l'économie de la guerre fonctionne réellement en faveur des alliés et non de leurs ennemis. Je ne comprends pas ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils ont observé pendant les 4 années où nous nous sommes battus? Souvent, eux, les États-Unis et ses alliés tiraient sans réfléchir. Par exemple, ils ont utilisé des missiles SM-6 depuis un navire, un très bon missile antimissile. Ce missile coûte environ 6 millions de dollars et ils l'ont utilisé pour abattre un drone Shahed qui coûte 70 000 dollars. Le Times citant un haut responsable de l'armée de l'air ukrainienne. Donald Trump a rejeté l'offre d'aide de l'Ukraine. Et il a qualifié Zelensky, je cite, de dernière personne à qui il demanderait de l'aide. Pourtant, les États-Unis viennent tout juste d'envoyer à l'Ukraine de nouvelles demandes concernant des experts militaires dans 2 autres zones de la région du Golfe. Eh bien, je suppose que c'est une chose d'en parler et une autre de traverser réellement la guerre. Il suffit donc d'adapter les plans en conséquence. Nos équipes travaillent déjà avec 5 pays pour contrer les drones Shahed. Nous avons fourni des évaluations d'experts et aidons à construire un système de défense. Des demandes supplémentaires ont été reçues d'autres États. Il y a aussi des demandes provenant des États-Unis concernant le soutien d'experts pour leur personnel militaire dans 2 zones de la région. Nous examinons également les demandes de partenaires européens dont les forces sont basées dans la région. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur Telegram.
La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que la Hongrie fait du chantage à l'UE, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est juste un homme, Viktor Orban, qui le fait, et il le fait depuis longtemps. Comme l'écrit Politico, pendant une grande partie de la dernière décennie, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a réussi à plier l'agenda de l'UE à sa volonté en forçant les dirigeants à surmonter ses vétos constants, lors d'une réunion de haut niveau après l'autre. Et il est prêt à recommencer, peut-être pour la dernière fois, alors qu'il fait face à une rude bataille pour sa réélection contre son rival Peter Maja le mois prochain. Déjà? En menaçant de bloquer lors d'une réunion des dirigeants de l'UE à Bruxelles un prêt de 90 milliards d'euros pour l'Ukraine qu'Orban lui-même avait approuvé en décembre, Viktor Orban vient de franchir une ligne rouge en ce qui concerne son opposition à Bruxelles. Alors que le Bloc s'est jusqu'à présent abstenu d'une confrontation majeure avec Viktor Orban, il n'a par exemple pas encore privé Budapest de ses droits de vote. Mais ce calcul prudent pourrait bien changer après les élections. J'ai eu l'impression que mes collègues, qui sont membres de ce Conseil européen depuis bien plus longtemps que moi, étaient profondément indignés par ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'agit d'un acte de déloyauté flagrante au sein de l'Union européenne, dont la forme, selon ceux qui sont ici depuis plus longtemps que moi, est inédite. Et je suis fermement convaincu que cela laissera une trace indélébile. Voilà donc le nœud du problème. EST. L'Union européenne continuera d'accorder à l'Ukraine le prêt de 90 milliards d'euros pour 2026 et 2028 car elle considère qu'il s'agit d'une priorité de sécurité européenne mondiale et d'un besoin urgent. Cela se produit avec, sur place ou plus probablement sans. J'en viens maintenant au prêt de soutien de 90 milliards d'euros accordé à l'Ukraine. Une décision a été prise par le Conseil européen en décembre. Et il y avait une condition, la condition selon laquelle 3 pays ne participeraient pas au prêt a été remplie. Soyons donc clairs sur notre position. Le prêt reste bloqué parce qu'un dirigeant ne tient pas parole. Mais permettez-moi de réitérer ce que j'ai déjà dit à Kiev. Nous tiendrons nos engagements d'une manière ou d'une autre. Vladimir Poutine disparaît des radars, il a complètement disparu des événements publics au Kremlin, et sans aucun commentaire à ce sujet de la part de son entourage. Sa dernière apparition publique a eu lieu le 9 mars, lors d'une réunion sur la situation des marchés mondiaux du pétrole et du gaz, et plus rien depuis. C'est l'une des plus longues absences dans l'agenda du dictateur russe depuis le début de l'année. Ce qui ajoute du drame à la situation, c'est que la disparition de Poutine survient juste après l'élimination d'Ali Khamenei. Des experts indiquent que la CIA et le Mossad auraient soi-disant localisé le dirigeant iranien en utilisant uniquement des caméras de surveillance de rue, une technologie encore plus répandue à Moscou qu'à Téhéran. Ainsi, Poutine pourrait simplement craindre pour sa propre vie, et non sans raison. Plus d'informations dans notre reportage pour vous. Poutine préfère ne pas apparaître au Kremlin, rapporte Against View. Son dernier événement public remonte au 9 mars, après quoi il n'y a eu que des visioconférences et des réunions qui auraient pu être enregistrées à l'avance. Mercredi, le dictateur russe a tenu une réunion en ligne avec le gouvernement. Selon les informations officielles, depuis la résidence de Novo-Ogaryovo et à en juger par la vidéo, depuis un bureau. Des copies exactes de ce bureau existent à Sochi et à Valdai. Les analystes relient une telle isolation aux craintes de Poutine après la liquidation de la direction politico-militaire iranienne. Au Kremlin, on croit aux rumeurs selon lesquelles Ali Khamenei aurait été soi-disant localisé grâce aux caméras de surveillance dans la rue, et il y en a beaucoup dans le centre de Moscou. D'ailleurs, il relie aussi cela à la coupure d'Internet dans la capitale russe. Au Kremlin, Vladimir Poutine siège, qui d'une part s'intéresse au développement de l'intelligence artificielle, la considérant pratiquement comme une arme, et d'autre part continue de recevoir toutes les données dans des dossiers papier. Pour lui et ses pairs, Internet reste un canal malveillant d'influence informationnelle inventé par la CIA qui peut facilement être bloqué à peu près de la même manière que, dans leur jeunesse, ils brouillaient les ondes allemandes en URSS. Ivan Preobrazhensky, expert de l'Europe centrale et orientale. Dans une chronique pour Deutsche Welle. Il n'y a aucun signe indiquant que le pays agresseur cherche à mettre fin à la guerre contre l'Ukraine.
Moscou ne cesse pas les bombardements terroristes des villes ukrainiennes et fait échouer toute tentative diplomatique de règlement. Prolonger la guerre est une stratégie délibérée du Kremlin, conçue pour épuiser l'Ukraine et lasser l'Occident, concluent les experts. Pour eux, le concept de guerre contre l'Ukraine est fondamental. C'est ce qui empêche la Fédération de Russie elle-même de s'effondrer. Ils ne peuvent pas en sortir. Pour eux, la guerre est leur subjectivité. Ils existent à l'intérieur de cette guerre. Ils réalisent tous leurs complexes, leurs peurs, et ainsi de suite. Ils nous détestent, et ils sont venus ici simplement pour tuer. Il n'y a aucune raison de faire la guerre ici. Nous n'avions ni différends territoriaux, ni différends idéologiques avec eux. C'était un simulacre artificiellement créé, purement propagandiste. Le ministère des Affaires étrangères d'Ukraine souligne que de réels progrès diplomatiques ne sont possibles qu'au niveau des dirigeants. Cependant, Moscou évite de telles discussions, d'autant plus que le Kremlin se précipite pour tirer un maximum de bénéfices de l'escalade au Moyen-Orient. La crise énergétique provoquée par la décision de l'Iran de bloquer le détroit d'Ormuz a entraîné une forte hausse des prix du pétrole. Les États-Unis ont levé les sanctions sur l'exportation de pétrole et de produits pétroliers russes chargés sur des pétroliers jusqu'au 11 avril. Les États-Unis. Le département du Trésor a qualifié cette mesure de temporaire. Et le président Trump, lors d'une interview avec NBC News, a promis que les sanctions sur le pétrole russe seraient rétablies, je cite, dès que la crise prendra fin. Pendant ce temps, Moscou tente de profiter de la fenêtre d'opportunité qui vient soudainement de s'ouvrir. Reste à savoir si cela aidera à combler le déficit du budget fédéral. Pour la période de janvier à février de cette année, un déficit de 3,2 billions de dollars a déjà été atteint. C'est-à-dire qu'en réalité, ces 10 milliards de dollars représentent à peine moins d'1 billion, considérez cela comme 700 milliards de roubles, et ainsi de suite. Ces montants ne peuvent certainement pas couvrir entièrement le déficit qui existe réellement aujourd'hui et que les Russes prévoient de combler, en augmentant les impôts et en exerçant une pression assez forte sur les entreprises civiles. La Russie essaie-t-elle de créer une illusion d'effondrement de la défense ukrainienne sur le front afin de forcer l'Occident à faire pression sur Kiev pour obtenir des concessions? Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre le pensent. Les plans du commandement militaire russe et les actions de l'armée du pays agresseur sur le front indiquent que le Kremlin mise sur une offensive de printemps-été. Nous voyons qu'il déplace des réserves, qu'il reforme les groupements offensifs le long de la ligne de contact. Nous constatons une concentration des forces armées. Nous voyons des commandes de défense, une augmentation de la production de missiles et de munitions. Nous voyons une mobilisation cachée, c'est-à-dire que la Russie, par ses actions administratives au niveau des décisions économiques et politico-militaires, signale effectivement sa volonté de ne pas arrêter la guerre. L'augmentation de la production militaire, la mobilisation cachée, le blocage systématique d'Internet et les frappes terroristes contre l'Ukraine, tout cela confirme qu'au Kremlin, ils misent non pas sur la paix, mais sur la poursuite de la guerre. L'Ukraine est depuis longtemps prête à des pourparlers de paix, tandis que la Russie sape systématiquement tous les efforts de paix, a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz. Il a souligné que l'exigence du moment est d'accroître la pression sur Moscou, conjointement, de la part des États-Unis et des partenaires européens. Reportage de Karina Lelayan, UATV News. C'est tout pour l'instant, pour aujourd'hui et cette semaine. Je suis Henry Keane. Merci de nous avoir suivis ces 7 derniers jours. Veuillez laisser un commentaire, un j'aime et peut-être vous abonner. Cela aide beaucoup UATV à continuer de vous informer sur tout ce chaos. Sur l'arène de la politique internationale de nos jours. Nous serons là. Côté ukrainien, prenez soin de vous. Suivez l'actu sur UATV. À la prochaine. Au revoir.